Bitcoin, une révolution monétaire ou une catastrophe écologique? C'est vraiment la question qui agite tout le monde. Aujourd'hui, on plonge au cœur de ce débat brûlant en s'attaquant à la consommation énergétique, disons-le, colossale, de la plus célèbre des crypto-monnaies et de cette technologie, la blockchain. Tenez-vous bien, 162 TWh. C'est l'estimation de la consommation électrique du réseau Bitcoin sur une seule année, d'après le Cambridge Center for Alternative Finance. Pour se faire une petite idée, c'est plus que ce que consomment des pays entiers comme la Pologne. Un chiffre qui, à lui seul, suffit à lancer des débats environnementaux assez intenses. Alors, pour y voir plus clair, voici notre parcours. D'abord, on va mesurer l'ampleur du problème. Ensuite, on va décortiquer la technologie qui est derrière cette gourmandise énergétique. Après ça, on explorera un contre-argument assez surprenant. Et si Bitcoin était en fait un outil pour le secteur de l'énergie? On verra des solutions concrètes déjà en place et on terminera avec les défis qui restent à relever. Allez, commençons par mettre tout ça en contexte. Première étape, donc, mettre ce chiffre absolument énorme en perspective, pour bien comprendre de quoi on parle. Comme on le voit ici, la consommation d'électricité du réseau Bitcoin rivalise avec celle de pays comme la Pologne. C'est quand même une empreinte énergétique considérable pour un réseau qui est purement numérique. Et côté émissions de carbone, eh bien c'est comparable à un pays comme la Slovaquie. Mais attention, l'impact ne s'arrête pas à l'électricité. Il faut aussi ajouter une empreinte en eau, colossale. On parle de 800 milliards de litres par an pour refroidir les machines. Et puis, il y a une véritable montagne de déchets électroniques, l'équivalent de ce que produisent les Pays-Bas en un an. Tout ça, ça vient du matériel de minage qui devient obsolète très très vite. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que le Bitcoin consomme autant d'énergie? En fait, la réponse se trouve au cœur même de son mécanisme de sécurité. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail ou le minage. Imaginez une sorte de compétition mondiale où des milliers d'ordinateurs surpuissants tournent à plein régime pour résoudre une énigme mathématique. Le premier qui trouve la solution, il gagne le droit de valider un bloc de transaction et il est récompensé en Bitcoin. Et cette course à la puissance, elle est conçue exprès pour être difficile et donc très énergivore. C'est le prix à payer pour avoir un réseau ultra sécurisé sans autorité centrale. Pourtant, et c'est ça qui est intéressant, cette consommation n'est pas une fatalité. La meilleure preuve, c'est Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus connue. Elle a abandonné ce système, elle est passée à un autre mécanisme, la preuve d'enjeu, et sa consommation d'énergie a chuté de plus de 99,9%. Oui, ça montre bien qu'une alternative beaucoup plus sobre existe. Bon, jusqu'ici, le tableau est assez sombre, on est d'accord. Mais un autre discours commence à émerger. Et si on regardait le minage de Bitcoin non pas comme un problème, mais comme une solution potentielle pour le secteur de l'énergie? L'idée, c'est que le minage pourrait en fait être un levier pour optimiser nos réseaux électriques. Des organisations comme la DAN en France avancent que, loin d'être un simple parasite, le minage pourrait nous aider dans notre transition énergétique. C'est une perspective assez contre-intuitive. Alors, comment ce serait possible? Eh bien, le secret, c'est la flexibilité unique du minage. Contrairement à une usine classique, on peut allumer ou éteindre une ferme de minage en quelques secondes à peine. Elle peut donc se comporter comme une sorte d'éponge à énergie. Elle absorbe l'électricité en trop quand il y a beaucoup de soleil ou de vent, et elle s'efface complètement du réseau quand tout le monde allume son chauffage. C'est un outil de stabilisation qui pourrait être vraiment précieux. Et cette idée d'éponge énergétique, ce n'est pas juste de la théorie. On voit déjà émerger des applications très concrètes un peu partout dans le monde qui transforment ce qui était un problème en une solution innovante. Toute cette puissance de calcul, ça dégage une quantité de chaleur absolument énorme. C'est un sous-produit. Mais au lieu d'être simplement perdue dans l'atmosphère, cette chaleur, on peut la capturer et s'en servir. Et on peut la réutiliser de plein de manières. En Finlande, par exemple, on l'injecte dans les réseaux de chauffage des villes. Au Canada, on s'en sert pour chauffer des serres pour l'agriculture. Il y a même des entreprises qui développent des chauffe-eau pour la maison qui minent du Bitcoin en même temps, pour aider à payer la facture d'électricité. La chaleur n'est plus un déchet, ça devient une ressource. Il y a une autre application, peut-être encore plus puissante, qui s'attaque directement à la pollution de l'industrie pétrolière et gazière. Sur les sites d'extraction de pétrole ou de gaz, il y a souvent du méthane en trop, un gaz à effet de serre hyper puissant. La pratique habituelle, c'est de le brûler à la torche, ce qui le relâche dans l'atmosphère. L'idée ici, c'est d'installer des unités de minage directement sur place pour utiliser ce gaz perdu et le transformer en électricité. Ça réduit les émissions de méthane, c'est un fait, mais ça ouvre un débat. Est-ce une solution vraiment écologique ou est-ce une façon de subventionner l'industrie fossile? La question reste ouverte. Toutes ces solutions sont prometteuses, c'est indéniable. Mais il faut absolument garder une vision équilibrée et reconnaître que de vrais défis
et des défis importants subsistent. Parce que oui, des obstacles il y en a, et pas des moindres. L'empreinte carbone globale du réseau reste une réalité. Le problème des déchets électroniques, pour l'instant, n'a pas de solution à grande échelle. La rentabilité de tous ces projets innovants, elle, est souvent suspendue au cours très volatile du Bitcoin. Et puis, il y a le flou réglementaire. Certains pays interdisent, d'autres encouragent, c'est un peu le grand écart. Enfin, pour mettre tout ça en perspective une dernière fois, il faut comparer ce qui est comparable. Une étude de Galaxy Digital a essayé d'estimer la consommation du système bancaire traditionnel, avec ses millions d'employés, ses milliers d'agences, ses serveurs, ses distributeurs de billets. Le résultat ? Il consommerait plus du double de l'énergie du réseau Bitcoin. Voilà une perspective qui invite à s'interroger sur le coût énergétique de tous nos systèmes financiers. On en revient donc à notre question de départ. Bitcoin, parasite énergétique ou allié inattendu de la transition verte? Comme on l'a vu, il n'y a pas de réponse simple. C'est un vrai paradoxe technologique. Son impact final, il dépendra vraiment des choix qu'on fera. La régulation, l'innovation, la manière dont on l'intégrera à nos réseaux d'énergie. Une chose est sûre, l'histoire ne fait que commencer.